contre? Bien au contraire. Et cette question, Valérie Ditli aurait-elle dû démissionner? C'est une grande question que l'on vous pose, question sondage sur le site mlemedia.ch. On parle, vous l'avez compris, donc de cette affaire Ditli qui, fait couler pas mal d'encre, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ditli, fallait-il une démission? La polémique autour de Valérie Ditli a secoué la scène politique vaudoise comme rarement auparavant. À la suite du rapport Studer, la conseillère d'État centriste a vu ses attributions profondément revues. Excite les finances, la fiscalité hérite désormais d'un portefeuille réduit comprenant le numérique, la consommation, l'agriculture, la durabilité et le climat. Ce réajustement du Conseil d'État intervenu après plusieurs jours de flottement relance une série de questions de fond finalement. Valérie Ditli aurait-elle dû démissionner? La Constitution vaudoise devrait-elle permettre la révocation d'un membre du gouvernement dans ce genre de cas? Et surtout, la politique romande entre-t-elle dans une ère politique spectacle à l'image de l'affaire Maudet à Genève? Autant de débats que nous ouvrons ce matin avec nos invités. Pierre Desmontet, ancien député PS et syndic d'Yverdon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis Renaud Rivier, représentant des jeunes du centre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci également à Thomas Lécuyer de nous avoir rejoints sur le plateau. Et merci à Mike Pérez d'être là aussi. Tout de suite, on jette un petit coup d'œil à notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Valérie Ditli aurait-elle dû démissionner? Selon vous, on regarde notre sondage. Selon vous, oui à 61%. Ça, c'est ce que vous dites sur le site mlemedia.ch. Je rappelle qu'on attend également vos réactions sur notre numéro WhatsApp à votre disposition, le 079 121 9000, messages écrits ou messages vocaux. Renaud Rivier, ce chiffre vous interpelle? Pas vraiment, à vrai dire. Un sondage sur Internet, ça pourrait aussi être des bots qui ont voté, donc je pense pas qu'il a beaucoup plus de valeur que ça. En tout cas, ce que j'entends sur le terrain, dans les marchés, quand je parle avec des gens, c'est qu'au contraire, elle bénéficie d'un gros soutien de la population, qui se rend compte de ce qui se passe, qui se rend compte qu'il y a une sorte d'injustice. Même les gens qui comprennent pas tout ce qui se passe, parce que c'est quand même une affaire complexe, une affaire institutionnelle délicate. C'est ça, c'est complexe. La soutiennent. D'accord. Donc, selon vous, ce chiffre correspond à rien du tout? Oui, il a son intérêt. D'accord. Monsieur Desmontet, votre avis sur ce chiffre? Pas surpris non plus, compte tenu du contexte dans lequel tout cela s'est déroulé, où Madame Ditli a manifestement décidé à un moment donné de tenir une ligne, qui est une ligne qui lui est propre, qui est particulière, et qui, à mon sens, s'est complètement détachée de celle du Conseil d'État. On peut, je suis d'accord avec monsieur, qu'une partie de la population la soutient, et on le voit bien d'ailleurs sur les réseaux sociaux, il y a effectivement une partie de la population qui est complètement derrière elle, et puis je pense qu'il y a effectivement aussi une majorité de la population qui est extrêmement touchée et choquée par ce qui s'est passé, parce que finalement, pendant toute cette phase très très difficile qu'on vit maintenant depuis le début du mois de mars, et que le Conseil d'État semble vivre depuis beaucoup plus longtemps, il y a un clair empêchement fait au gouvernement de gouverner. Et on sait qu'il a passé de très nombreuses heures à devoir gérer, entre guillemets, cette problématique, et tant qu'il fait ça, il fait rien d'autre. Et ça, je pense que les 61%, alors je suis d'accord, c'est un sondage Internet, ça vaut ce que ça vaut, mais ça donne quand même une indication. Je pense que ça montre qu'il y a effectivement une grande partie de la population qui veut que ça s'arrête. Effectivement, ça on le ressent bien, Mike Pérez. Bon, il y a les faits, et on n'est pas là pour juger de savoir si elle a fait juste, pas juste, bien, pas bien, ou des choses comme ça, si le rapport Studer il est bien établi ou pas. Ce qui peut-être effectivement agace un tout petit peu les gens, c'est son attitude. Déjà lors effectivement de la conférence de presse, lorsqu'on avait présenté le rapport Studer, son arrivée en retard, spectaculaire, lunettes de soleil sur le nez. Et puis il y a aussi le fait que lorsqu'il y avait eu cette séance du Conseil d'État où on devait discuter effectivement de la répartition des différents services, elle claque la porte de cette séance, elle part précipitamment, donc on ne peut pas aborder ce point à l'ordre du jour. Et l'après-midi, on la retrouve à Morges, à Divinum, pour l'inauguration, comme si de rien n'était. Donc ça, c'est des attitudes effectivement qui ont probablement agacer les gens et qui se disent mais en fait elle se fout un peu de notre gueule quand même, quoi, clairement dit. Alors justement, est-ce que on n'est pas en train de rentrer dans une sorte de politique spectacle Alors absolument pas. Alors déjà vous allez réagir par rapport à ce qu'on reviendra là-dessus après. Oui. Ce qui est choquant, c'est que la semaine précédente, cette réunion du Conseil d'État, on a retiré le département de Madame Ditli en se basant sur un rapport qui n'est ni une enquête administrative ni une analyse exhaustive, en son absence alors qu'elle était en arrêt maladie.
Et ça, c'est choquant. Et je pense que c'est ça qui choque la population vaudoise. Qu'ensuite, il y a un peu d'énervement de sa part, c'est totalement normal quand on a une rupture de collégialité pareille de la part du Conseil d'État, pas de la part de Madame Ditli. Et je ne pense pas que les gens vont à ce point-là dans le détail de regarder qu'est-ce qui s'est passé. Les gens ne regardent pas les médias absolument tous les jours. Mais je pense que ce qui choque les gens, en effet, c'est d'avoir l'impression que le Conseil d'État n'a pas réussi à conserver la collégialité, mais il y a quand même ce sentiment qu'il y a une injustice assez crasse qui est en train de se passer. Et c'est pas Valérie Ditli qui en est la coupable. Alors je suis absolument pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. En fait, il y a eu rupture de collégialité. Là, je suis d'accord avec vous. Il y a eu de multiples ruptures de collégialité. Pendant une semaine, on a vécu rupture de collégialité sur rupture de collégialité. Mais c'est pas la majorité du Conseil d'État ne peut pas être en rupture avec elle-même. Il faut être clair. La personne qui prend la responsabilité de médiatiser le conflit, de le médiatiser de cette manière-là, par le biais d'interviews, par le biais de fuites dans la presse. Bon, ça, je peux pas, je sais pas exactement d'où elles viennent. Mais les interviews dans 24 heures, juste avant la conférence de presse, la manière dont elle sort en conférence de presse, la manière dont elle, non pas qu'elle claque la porte du Conseil d'État, ça, je conçois que ça peut arriver. Une fois de plus, dans un Conseil d'État, dans un gouvernement collégial, il faut qu'on puisse, entre guillemets, s'engueuler. C'est normal. Qu'on puisse claquer la porte, c'est normal. Qu'on le médiatise dans l'heure qui suit, c'est absolument pas normal. C'est ça qui va pas. Et c'est qu'effectivement, qu'il y ait un désaccord au Conseil d'État, ça peut arriver. Qu'il puisse y avoir une rupture de collégialité. J'entends, j'ai fait 9 ans dans un exécutif, j'en ai vécu 3. Donc oui, ça arrive. Mais ça se scripte. Pourquoi ça doit se scripter? Parce que le lendemain, il faut recommencer à travailler avec ses collègues. Et là, on est dans un gouvernement qui, manifestement, doit rester collégial. Il reste 2 ans de législature. Et de se comporter de cette manière-là, en fait, de brûler les ponts avec ses collègues, de prendre sur soi et de contraindre toute la communication du Conseil d'État, parce qu'évidemment, une fois qu'on fait ça, le Conseil d'État est bien obligé de réagir. Donc, il réagit au lieu de faire son travail. Eh bien, c'est des ruptures de confiance qui sont extrêmement difficiles ensuite. Et la question qui se pose, c'est comment ce Conseil d'État va encore pouvoir fonctionner pendant les 2 ans qui lui restent avec des enjeux qui sont gigantesques. Et quand on est conseiller d'État, syndic, municipal ou quoi que ce soit, en fait, là, on doit disparaître comme personne au service du collège et de la gouvernance qui nous dépasse. Et ça, c'est quelque chose, manifestement, dans la phase qu'on a vécue, qui n'a pas été compris. Alors, ça peut se réparer. Moi, je laisse le bénéfice du doute, il n'y a pas de problème, mais il faut dire les choses. Il y a eu multiples ruptures de collégialité. Oui. Monsieur Rivier, vous voulez réagir? Bon, tout d'abord, je tiens à rassurer tous les auditeurs pour les 2 prochaines années. Au vu de ce que Valérie Ditli a accompli en 3 ans, elle a objectivement un bilan exceptionnel, sachant qu'elle était novice en politique quand elle était élue et qu'elle n'avait pas de groupe parlementaire au Grand Conseil. Elle a un bilan exceptionnel. J'ai aucun doute que les 2 prochaines années seront très productives. Ensuite, sur la rupture de collégialité, vous avez parlé le gouvernement est empêché. Madame Ditli a été entravée dans l'exercice de ses fonctions par une chef de service. Elle a commandé un rapport. Elle a demandé ce rapport pour régler ce problème. Le Conseil d'État il fallait le Conseil d'État pour régler ce problème de collaboration avec une chef de service. Où est la collégialité lorsque la présidente du Conseil d'État prend le parti d'une chef de service contre le parti de sa collègue ministre? Et où est la légitimité démocratique? Là-dessus, il y a eu un vrai problème de confiance, il y a eu une vraie rupture de collégialité. Et ensuite, une fois que ça s'est passé, les fuites dans la presse, je peux vous dire qu'au départ, on ne sait pas d'où elles viennent. Mais c'est à nous qu'elles ont fait du tort. C'est à Valérie Ditli qu'elle a fait du tort. Oh, moi, je pense qu'elles ont fait du tort vraiment à l'ensemble. Oui, à l'ensemble. Hein. C'était une pression médiatique énorme. Et qui a fait fuiter ce rapport qui était à disposition des membres du gouvernement et je crois du chancelier aussi? Bon, on a quand même l'impression que c'est instrumentalisé tout ça. Je reviens à ma question de base. Est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans une politique spectacle là? Alors moi je peux effectivement en parler. On sort à Yverdon d'une campagne où effectivement un des candidats a décidé de jouer complètement cette politique, cette médiatisation du conflit, on dirait. C'est en fait derrière une attaque sur la manière dont la Suisse fonctionne. Si la Suisse a une qualité par rapport au monde, c'est son système de gouvernement collégial. On est le seul pays du monde où on n'a pas une tête au sommet qui dirige pour tout le monde, entre guillemets, qui s'entoure de ministres, qui s'entoure de conseillers municipaux, et puis qui décide pendant 5 ans, 7 ans, ça dépend des systèmes, pratiquement toute seule, avec une majorité derrière parlementaire qui, en gros, signe tout ce que le gouvernement fait. On a ce système collégial. La collégialité, c'est quelque chose d'exigeant. Ça veut dire que vous allez devoir gouverner avec des gens qui sont pas d'accord avec vous, qui n'ont pas les mêmes opinions politiques, qui n'ont pas les mêmes visions de la société. Et votre travail, c'est de trouver une position commune. Et c'est ce qu'on fait. En gouvernement collégial, tous les mercredis au matin, en ce qui me concerne en municipalité, on essaye de faire travailler ensemble des gens qui, en fait, n'étaient pas faits pour travailler ensemble au départ. Et c'est très, très exigeant. Et ça réclame de respecter certains codes. Ça réclame notamment de respecter au niveau public l'ensemble de ses collègues. Pourquoi ? Parce que
même quand on doit rompre la collégialité, il peut arriver sur les dizaines de milliers de décisions qu'on prend sur une législature qu'une fois de temps en temps, on n'arrive pas à se mettre d'accord et qu'on veuille le médiatiser. Et bien ça se scripte. Ça se scripte pourquoi ? Parce que c'est bien joli de faire une rupture de collégialité puis d'être beau dans la presse en disant je suis pas d'accord avec mes collègues, c'est n'importe quoi. Bon, puis le lendemain, on fait quoi ? Le lendemain, on doit continuer à travailler avec les mêmes collègues parce que vous avez été élu. On n'a pas de procédure de révocation, on n'a pas de procédure d'élection anticipée, ça n'existe pas en Suisse, cette ici-là. Le gouvernement est élu jusqu'au 30 juin 2027. Il doit travailler jusqu'au 30 juin 2027. C'est plus de 2 ans. Et ça, quand on fait une rupture de collégialité, j'en parle en connaissance de cause, j'en ai fait une. Il faut avoir en tête que derrière la jolie conférence de presse et le joli retentissement médiatique, derrière, il faut continuer à pouvoir travailler avec ses collègues. On a plutôt l'impression de voir un mauvais épisode de Top Model, Dallas ou Santa Barbara. C'est un peu compliqué tout ça. Oui, Thomas Lécuyer. Moi, je voulais rebondir sur ce que vous dites, Monsieur Desmontais. Ce qui me paraît très important par rapport au contexte que vous venez de planter, c'est l'irréprochabilité des hommes et des femmes politiques dans leur fonction. Voilà, je ne parle pas de la personne. Voilà. Dans la fonction qui est confiée par le peuple lors des élections, il faut une irréprochabilité. À partir du moment où Madame Ditli fait des fautes dans son comportement ou dans sa profession, il devrait y avoir un moyen de révoquer son mandat. Et c'est un problème général. De quelle faute vous parlez ? Comment ? De quelle faute vous parlez exactement ? Là, il y a manifestement des fautes très claires. Alors, encore une fois, le rapport Studer, on peut pas, on n'est pas sûr de. Bah, je pense que c'est juste de dire qu'on n'est pas sûr. Il y a absolument aucun fait établi. Il y a une faute qui a été évoquée dans le rapport Studer, mais le comportement de Madame Ditli, il est. On peut reparler des histoires de taxation, oui. Il y a des dysfonctionnements, il y a des fautes de comportement public, il y a des problèmes de relations. Enfin, on ne peut pas. Il faut être irréprochable quand on représente le peuple. Oui, alors ça c'est sûr. C'est sûr à tous les niveaux. Et puis il y a encore une affaire qui est sortie ce matin, l'affaire hier, pardon, Mike, si je ne dis pas de bêtises, il y a encore quelque chose qui est sorti hier sur Madame Ditli. Par les participations de frais aux campagnes. À un moment donné, soit on parle d'acharnement médiatique, soit on dit que vraiment. Elle a payé ses cotis au parti ou pas ? Écoutez, je veux bien que vous exiger des hommes politiques et des femmes politiques qui soient irréprochables. Bien sûr. Moi, j'aimerais bien que les journalistes, quand ils disent qu'il y a des problèmes, ils balancent pas juste des mots comme bouclier fiscal et ci et ça, sans vraiment aller au fond des choses. Parce que ce rapport Studer, c'est ni une enquête administrative, ni une analyse exhaustive. Donc je comprends que c'est tentant de parler de bouclier fiscal, d'essayer de mettre des comparaisons avec Pierre Maudet, avec Ramchoun, mais c'est pas tout à fait professionnel à mon sens. Si on va au fond des faits, on va au fond des faits. Et le rapport Studer, innocente à 80% Valérie Ditli, le 20%, il y a des questions qui sont ouvertes, extrêmement hypothétiques. Et on verra ce qui se passera. Madame Ditli, elle est attachée à la transparence, elle a demandé que ce soit éclairé par une vraie enquête en bonne et due forme. Et là, on pourra parler des faits. Mais je pense que c'est un peu rapide en conclusion de dire qu'elle a fait des fautes. Mais si le Conseil d'État a réagi, en l'occurrence, en prenant les mesures qui étaient recommandées par le rapport Studer, c'est que visiblement, il y avait quand même un problème et des dysfonctionnements. C'est pas tombé de la lune non plus. Pas de fumée sans feu. Il y a eu... Non plus. Bah, c'est facile. C'est facile. Oui, mais d'un autre côté, le rapport Studer, si vous l'avez lu, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a pas grand-chose dedans. Et la rupture de collégialité sur des questions politiques, ça doit être scripté. Là, la rupture de collégialité, elle est institutionnelle. C'est ça le problème. Et le Conseil d'État était à la fois jugé parti dans ce cas-là. Et c'est très compliqué. En effet, je ne pense pas que ça donne une très bonne image du canton de Vaud. Et c'est vraiment pas la faute de Madame Ditli. C'est la faute de l'intégralité du Conseil d'État qui a mal géré cette affaire, qui n'a pas pris la mesure des problèmes et qui a réagi à un rapport qui, à nouveau, n'est pas grand-chose. Ce rapport, ce n'est pas une enquête, ce n'est pas une analyse. C'est un rapport, on en a fait une montagne. On continue d'en débattre dans un instant pour la deuxième partie avec nos invités Renaud Rivier et Pierre Desmontais. Merci d'être avec nous, messieurs, nos chroniqueurs et vos messages qu'on attend au 079 121 9000. D'ailleurs, on a reçu quelques messages dans quelques instants, on aura l'occasion de les écouter. Valérie Ditli aurait-elle dû démissionner ? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. On jette un petit coup d'œil à notre sondage. Est-ce que ça a bougé depuis tout à l'heure ? Ça bouge un petit peu, hein, 56%. Monsieur Rivier, vous voyez qu'il n'y a pas des copains parce que ça a bougé le sondage. Des copains ? Non, mais vous avez dit tout à l'heure. Oui, vous avez dit tout à l'heure. Oui, les sondages internet. Alors là, ça bouge dans votre sens. Bon. Quoi qu'il en soit, continuez à donner votre avis. Et c'est celui-ci qui nous intéresse. Je vous rappelle que le nom de l'émission, c'est ni pour ni contre, bien au contraire. Ni pour ni contre, bien au contraire. Merci d'être avec nous. Deuxième partie de Ni pour ni contre, bien au contraire. Avec cette question, Valérie Ditli aurait-elle dû démissionner ? Je vous rappelle que c'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Nous avons reçu pas mal de messages qu'on va écouter tout de suite. Je vais redonner la parole dans un instant à messieurs Pierre Desmontais et monsieur Renaud Rivier qui sont là pour débattre avec nous de ce sujet. Je vous propose d'abord, messieurs, d'écouter les réactions que nous avons reçues sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. Écoutez.
C'est inacceptable de fermer les yeux là-dessus, franchement. Franchement, on est en plein dans le copinage et le grand n'importe quoi, si vous voulez mon avis. Ça donne une image catastrophique de nos institutions. Elle n'a certainement pas fait tout juste, la Ditli. Mais l'acharnement de ses collègues depuis le début, je trouve ça quand même assez lamentable. Comme on dit, pas de cadeau en politique. Allez, chacun son tour. Pas de cadeau en politique, chacun son tour. Monsieur Desmontet. Rien d'autre à dire. Ce qu'on ressent à travers ces deux témoignages, c'est que finalement, il n'y a aucun vainqueur dans une affaire comme celle-ci. Il n'y a que des perdants. Tout le monde est perdant. Les institutions sont perdantes. Je ne suis pas sûr que Valérie Ditli soit gagnante. Je suis sûr que le reste du Conseil d'État ne l'est pas. Il n'y a absolument personne qui tire profit de cette phase-là. Et le grand drame, à mon sens, c'est que pendant 1 mois, 2 mois, le gouvernement a dû s'occuper de ça plutôt que de faire son travail, qui est de gouverner. Justement, Monsieur Rivet, vous disiez tout à l'heure que cet acharnement était pas forcément fondé. Alors, s'il y a un acharnement sur Madame Ditli, à qui profite le crime ? Si c'est pas elle qui a fait des fautes, et s'il y a un acharnement déraisonné, à qui profite le crime ? Pourquoi on en est là ? Oui. Je suis vraiment pas là pour accuser, c'est vraiment pas mon rôle. Peut-être qu'il y a une discussion intéressante à avoir sur le sujet. C'est vrai que personne ne gagne. Et moi, je tiens à dire, on porte aussi un message pour les jeunes. Madame Ditli, c'est une jeune à la base. Enfin, toujours aujourd'hui. Et c'est quoi l'image que ça donne de la politique? On est jeune jusqu'à quel âge, selon vous? C'est jusqu'à 35 ans, les membres de jeunes du centre. D'accord. Mais bien sûr, ravi. Quelle image ça donne de la politique aux jeunes? Vous avez une jeune qui se fait brillamment élire, qui se montre vraiment à la hauteur de l'exercice. Gérer un ministère comme celui des finances, de l'agriculture, c'est hyper dur. Elle a des succès incroyables. Première baisse d'impôts pour les personnes physiques depuis 20 ans. Fin de la solidarité fiscale entre époux en cas de séparation. C'est des chantiers qui étaient ouverts depuis 20 ans. Personne ne les a fait à part elle. Donc, elle est jeune. Elle travaille bien. Et elle se fait saquer par les médias. Elle ne se fait pas soutenir par le Conseil d'État avec des ruptures de collégialité. Ça donne quoi comme image pour les jeunes? Est-ce que les jeunes ont encore envie de s'engager en politique quand on voit ça? Justement, c'est peut-être ça le problème, justement. Et là, c'est vraiment... Tout le monde perd, la Suisse compris. Je ne sais pas si elle se fait saquer par les médias, comme vous le dites, mais en même temps, elle donne un tout petit peu le bâton pour se faire battre. Parce que l'histoire qui sort cette semaine, effectivement, elle doit de l'argent au PLR pour la campagne, elle vous doit de l'argent au parti. Non, elle est à jour avec ses contributions. Oui, alors, après, peut-être, elle s'est mise à jour cette semaine, après que ce soit sorti Non, elle dans ne la s'est presse. pas mise à jour cette semaine. À lire, par exemple... C'est des histoires internes au parti, ça. Oui, mais les courriers, par exemple, de votre président démissionnaire, Ludovic Pachou, 24 heures, elle les a pas inventés. Donc, elle a été sommée quand même de payer ses cotisations. Ce que je veux dire par là, elle fait ce qu'elle veut, elle est libre de faire ce qu'elle veut, évidemment, mais elle donne quand même un tout petit peu de grain à moudre aux médias, en l'occurrence, parce que voilà, vous savez très bien que les médias adorent ce genre d'histoire. J'aimerais, si c'est possible, de réagir sur ce qui a été dit avant. De nouveau, cette idée que le Conseil d'État aurait rompu la collégialité avec sa collègue. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Une fois de plus, une majorité de Conseil d'État ne peut pas rompre la collégialité avec elle-même. Peut-être qu'elle a été empêchée de faire tout ce qu'elle voudrait dans le cadre du gouvernement par le reste du Conseil d'État, mais c'est ça la collégialité. Quand on n'arrive pas à convaincre ses collègues d'une position ou d'une direction, puis qu'on se retrouve minoritaire, ma foi, on accepte. Et Dieu sait même si vous êtes majoritaire, des fois quand on est minoritaire on gagne, des fois quand on est majoritaire on perd. Et la collégialité, c'est de dire voilà, c'est le gouvernement qui gouverne, c'est le collège, c'est pas une ou l'autre personne qui décide d'une voix. Et ça, c'est une profonde incompréhension de penser que parce que je suis conseiller ou conseillère d'État dans mon domaine, je peux faire ce que je veux, c'est moi qui dirige, et si on m'empêche de le faire, c'est les autres qui font une rupture de collégialité. C'est une incompréhension fondamentale de comment fonctionne un gouvernement collégial. Je permets de répondre là-dessus. Il y a une incompréhension de ce qui s'est passé. Déjà, en tant que membre du Parti du Centre, on est bien au courant de ce que c'est que la collégialité. C'est vraiment une valeur c'est étonnant justement que ça se produise là. Elle n'a pas du tout rompu la collégialité sur des questions de qui décide. Elle n'a pas été entravée par le Conseil d'État, elle a été entravée par son administration, et ensuite le Conseil d'État ne l'a pas soutenue. Il y a quand même une incompréhension fondamentale de comment la crise s'est déroulée. Je m'excuse de le dire, mais c'est une lecture, je l'entends, c'est la ligne de défense, c'est la ligne de communication. Je constate simplement que la dite administration est tenue au devoir de réserve et qu'elle ne peut pas se défendre par rapport à cette ligne-là. Et ça d'ailleurs, c'est un gros problème. Alors je vais prendre un pavé puis je vais le jeter dans la mare. Est-ce que finalement tout ça, ce ne serait pas à cause de l'inexpérience politique et notamment de l'âge? Parce qu'on a bien vu des personnes trop jeunes qui rentrent en politique. Je pense notamment à aussi Emmanuel Macron en France, qui a fait quelques conneries monumentales quand même quand il a commencé son... Ça, c'est votre avis. Non, mais voilà. J'aurais tendance à être... Est-ce que l'âge n'a pas son importance dans l'expérience politique quand on doit exercer des mandats comme cela?
Ah, Parce qu'elle a quand même fait, je sais pas, quand arriver avec des lunettes de soleil, c'est une faute de débutant, par exemple. Ah, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Le problème, c'est qu'on peut retourner cet argument dans l'autre sens. C'est-à-dire, moi, je suis ni jeuniste, ni âgiste dans ce domaine-là. Il y a des gens jeunes qui ont fait d'excellentes choses, il y a des gens vieux qui ne font rien, et donc, d'une certaine manière, cet argument-là, je suis pas sûr que de reprocher l'âge à quelqu'un, c'est très essentialiste comme position. C'est de se dire, tout à fait, c'est une question. Moi, je pense pas que c'est une question d'âge. On a d'autres parlementaires, d'autres gouvernants qui ont gouverné très jeunes. La jeunesse, elle a ses qualités et ses défauts. Elle est souvent pleine d'énergie, souvent très fougueuse. Des fois, évidemment, avec moins d'expérience. C'est le propre de la jeunesse. On peut pas avoir 20 ans avec 20 ans d'expérience. Et moi, j'ai pas tendance à reprocher à Valérie Ditli son âge, parce que ça va pas de reprocher aux gens leur âge. Il y avait une forme d'inexpérience qui va avec l'âge, certes. Il y avait aussi le fait que c'est quelqu'un qui vient d'un parti qui est pas forcément très installé dans le canton, et puis elle venait de l'extérieur, et donc il lui manque aussi, entre guillemets, toute une série de codes sur la manière dont ce canton fonctionne. Oui, et ça, moi je pense que c'est plus ça qu'elle a payé dans ces choses-là que, disons, une simple question d'âge. Il y a d'autres conseillers d'État et conseillères d'État vaudois qui ont été élus très jeunes, à commencer par son prédécesseur aux finances, Pascal Brulis, avec quel âge quand il a accédé au Conseil d'État. C'est vrai que on peut. Alors l'aspect de l'âge, j'y reviendrai, mais c'est vrai que l'aspect des mœurs et des us et coutumes, d'une certaine manière, il y a des intérêts très établis dans le canton de Vaud. Il y a des gros partis, et Valérie Ditli est disruptive. Elle est venue avec une vision qui a peut-être déplu à certains intérêts à droite comme à gauche, qui étaient établis, certaines façons de faire. Sur l'âge, il y a cette citation assez intéressante. Enfin, c'est une chanson, je crois, c'est « L'âge n'ajoute rien à l'affaire. Quand on est bon, on est bon ». Et Valérie Ditli est excellente. Il y a une chanson avec la même rime qui dit autre chose aussi. Mais j'aurais pas pris cet exemple-là. Mais il y a que ceux qui font rien qui se trompent pas, c'est ça que vous dites? C'est ce que vous dites, oui. Non, mais vous dites oui, ça m'a l'air assez. Oui, en quelque sorte. Le fait est que quand vous agissez, vous commettez des erreurs. Ça, c'est sûr. C'est normal. Et la seule moyen de pas du tout commettre d'erreurs, c'est de ne rien faire. Et ça, c'est la pire erreur de toutes, entre guillemets. Surtout si vous êtes engagé, entre guillemets, dans des postes comme ceux-là où on vous demande quand même effectivement d'agir. Donc, qu'il y ait eu des erreurs commises, en soi, c'est pas un problème. C'est normal. On fait tous des erreurs en politique. Et à un moment donné, quand vous gouvernez, vous allez prendre des mauvaises décisions basées sur des mauvaises informations. C'est pas le problème. Le problème, c'est la manière dont on la gère. Fallait-il une démission dans l'affaire Ditli? Le débat est ouvert ce matin. On en parle pour cette troisième et dernière partie avec nos invités. Merci en tous les cas de votre présence. Pierre Desmontais, ancien député PS et syndic du Verdon, et puis Renaud Rivier des Jeunes du Centre. Merci à tous les deux, bien sûr, et merci pour les messages que nous avons reçus, notamment sur Instagram, sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000, et puis pour les nombreuses personnes qui ont participé à notre sondage en ligne sur le site mlemedia.ch. Nous avons reçu quelques messages. Vous avez eu l'occasion de pouvoir relever sur Instagram, mon cher Thomas. Oui, tout à fait. Luc qui nous dit on marche sur la tête. Une ministre mise en cause qui garde ses fonctions. Si c'est ça l'exemplarité politique, on est mal parti. Nicolas aussi nous dit dans n'importe quelle entreprise, c'est licenciement direct. Là, on redistribue les cartes comme si de rien n'était. C'est assez révoltant. Voilà. Alors, on peut pas mettre à la porte quelqu'un qui a été élu, c'est ça la règle? C'est ça, on peut pas. À l'heure actuelle, on n'a pas les instruments, ni au niveau du Conseil d'État, ni au niveau d'ailleurs des municipalités. Quand un membre se met à dysfonctionner, je dis pas que c'est en train d'être le cas, qu'on est déjà dans un dysfonctionnement qui condamne le gouvernement, entre guillemets, sur les 2 dernières années. Mais par contre, dans certaines municipalités, on a eu le cas, clairement, de gens qui dysfonctionnaient gravement, et on est extrêmement démunis par rapport à ça. Donc, on n'a pas de procédure de révocation de ce type-là. Si on les met en place, il faut se poser la question de qui est l'arbitre, effectivement. Alors pour les municipalités, ça pourrait être le Conseil d'État ou les préfectures. Pour le Conseil d'État, il se trouve que l'État de Vaud est un État autonome avec une constitution. Il faudrait trouver quelque chose ou un moyen, et c'est pas évident en fait du tout de trouver, mais qui pourrait dire non, là on est dans un cas de dysfonctionnement qui entraîne une procédure de révocation. En France, il y a le Conseil constitutionnel qui fait ce job, donc peut-être qu'il faudrait créer un Conseil constitutionnel. Il n'y a pas que des exemples à prendre à côté. Monsieur Rivier, que pensez-vous? Est-ce qu'elle aurait dû démissionner alors, Valérie Ditli, selon vous? Non, absolument pas. Et bon, déjà, où est la présomption d'innocence? Enfin, c'est basé sur un rapport que probablement les gens n'ont même pas lu. Et ensuite, il y a quand même un rôle des médias, parce que la semaine qui a précédé la publication du rapport, le nombre de titres accrocheurs qui ressemblaient plus à des jugements a priori et à une manipulation de l'opinion publique a amené à des situations comme ça où en fait les gens
qui vont peut-être pas aller lire le rapport parce que voilà, tout le monde n'est pas autant intéressé dans la politique, voient juste 5 articles par jour qui émettent des soupçons, qui émettent des allégations jamais vraiment fondées. C'est normal qu'au bout d'un moment ils se disent mais attendez, il y a un problème. Donc il y a aussi, je pense, une responsabilité des médias à traiter les affaires de manière un peu plus neutre et tempérée. Et peut-être à éviter de faire 2-3 titres qui accrochent, sensationnalistes, pour se concentrer sur les faits. Mais elle a quand même admis certains faits qui lui ont été reprochés. Ça, c'est une réalité. Elle l'a dit. Comme lesquels ? Elle l'a admis. Lors de la conférence de presse du rapport Studer, elle a admis, effectivement, reconnaître certains faits qui lui étaient reprochés, en nier d'autres. Mais lesquels de fait ? Je n'ai pas les exemples là maintenant, mais je veux dire, vous avez suivi la conférence de presse certainement mieux que moi encore. Et elle l'a dit. Elle l'a reconnu. Donc voilà. Monsieur Desmontet. De faire porter aux médias la responsabilité de l'affaire, c'est une ligne de défense et on peut la comprendre. Mais c'est pas la mienne du tout. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Vous venez dire que les médias devraient être un peu plus équilibrés. On a eu un acharnement médiatique. Mais ça sort pas de nulle part. Ça sort pas de nulle part. C'est-à-dire pourquoi il y a eu ça ? Alors moi j'entends que vous contestez l'ensemble des reproches qui ont été faits. Je conteste pas. Je demande plus de précision et plus de faits. Et ces faits n'ont pas été forcément apportés sur ce plateau d'ailleurs. Non, mais on n'est pas là pour ça. Nous ne sommes pas un tribunal populaire. C'est juste un débat populaire et les faits. Mais les faits seront très différentes je pense qu'on a débat démocratique. Non, je crois que vous attribuez, vous partez du principe que vous avez les faits et qu'on ne les a pas. Je pense que... Non, j'ai demandé de préciser les faits. Ils sont déjà, en tout cas, sur la base de ce qu'on a, la presse n'a fait que rapporter ce qu'elle avait en main. Et ce qu'elle avait en main, c'était pas rien, parce que sinon, effectivement, ça aurait fait cheat. Il y a vraiment une façon de rapporter les choses et avant la publication du rapport, on a eu des titres. C'est une attaque contre la liberté de la presse. Absolument pas. Alors, absolument pas. Mais je peux vous... Non, mais s'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit et n'essayez pas de faire cette ligne d'attaque. Mais on a quand même, excusez-moi, mais on a quand même l'impression que tout ça est instrumentalisé. On a quand même envie de déclarer des choses. Je reviens à la même question que j'ai posée tout à l'heure. On est en train de faire du spectacle, là. Il y a quelque chose qui se passe là derrière. Ça peut pas... Vous dénoncez la presse qui a rapporté effectivement des faits qu'on n'a pas effectivement relatés dans les détails parce qu'on a un manque de temps aussi, parce qu'on ne va pas revenir sur les détails. La question était simple de ce débat. Aurait-elle dû démissionner ? C'était la simple question qu'on posait tout simplement. Donc on ne va pas tourner autour. Elle n'aurait pas dû démissionner. Il n'y a aucune attaque qui est faite sur les médias, s'il vous plaît. Par contre, c'est vrai que on peut pas juste faire des allégations, on peut pas juste lancer des mots un peu. Elle l'a reconnu. Elle a reconnu le bouclier fiscal et tout. On peut pas juste lancer ça comme ça en dispensant une espèce de suspicion généralisée. Et ensuite ne parler dans les faits, ne pas regarder ce que vraiment le rapport dit et ce que le rapport ne dit pas. Et le rapport ne dit pas énormément de choses, et c'est pour ça qu'on a demandé, que Valérie Ditley a demandé une enquête administrative en bonne et due forme. Les faits soient établis. Il aurait dû se mettre en retrait. Sur la question de la démission, il y a qu'elle qui puisse répondre, parce que le système institutionnel est ainsi fait. La question qu'elle doit se poser maintenant, à mon avis, c'est de savoir, est-elle capable de gouverner avec ses collègues pendant les 2 ans qui restent dans la législature ? Ça, c'est la vraie et la seule question qui compte. Et c'est à cette question-là qu'elle doit répondre, et c'est à cette question-là que si elle répond non, je ne suis pas capable de travailler avec mes collègues dans ces conditions-là, à ce moment-là, elle doit en tirer les conséquences. Alors, même si vous avez regardé l'émission de chez nos confrères de Mise au Point dimanche dernier, même à la suite de cette émission, cette question, nous, on est en droit de se la poser. Parce que ça donnait vraiment pas forcément une belle image de la politique. Vous parliez des jeunes, justement, qui ne rentrent pas forcément dans la politique et ce qui est en train de se passer, c'est pas forcément une belle image, justement, de la politique. Là, franchement, ça renvoie pas une belle image de ce que pourrait être la politique par la suite. Vous êtes d'accord avec ça, M. Rivier ? Aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose... Si c'est du marketing, là, c'est vraiment loupé. J'ai eu beaucoup de discussions avec des gens d'autres cantons, de mon parti comme pas de mon parti. Et c'est vrai que l'image que le Conseil d'État a renvoyée dans cette affaire, elle déplaît. Vous avez même un conseiller d'État d'un canton voisin qui s'est exprimé dans la presse, c'est extrêmement rare. C'est vrai. Et il y a vraiment une question à se poser, en effet. Mais je pense qu'elle est tout à fait capable de travailler avec ses collègues. C'est une professionnelle. On a entendu votre position, on ne cherche pas à vous faire changer d'avis. L'aspect de cohésion et de collégialité, c'est l'ADN vraiment du centre, c'est l'ADN de notre parti. Il n'y a aucun souci là-dessus. Parfois, il y a des problèmes, il y a peut-être des frictions personnelles, mais on est tous des professionnels quand on a un mandat. Bon, en tout cas, je vous remercie d'être venu débattre de ce sujet sur le plateau. Merci d'avoir tenu vos positions. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, M. Rivier ? Une bonne journée. Une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt sur M. le Média. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, M. Desmontet ? Je suis obligé comme ça. La même chose, mais on va dire une bonne année même. Bonne année aussi, puis on peut espérer que les choses s'arrangent en tous les cas au sein du Conseil d'État au doigt. Merci beaucoup à tous les deux. On vous retrouve en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. Où tu veux. Comme.